Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à Sybille Veil de nous accueillir. Merci, chère Sybille Lemaire, d'avoir lancé les travaux de ce club. Je suis très heureux que la Caisse soit membre fondateur de ce club, parce que je crois pouvoir dire qu'on était avec quelques autres ici présents à l'origine, il y a 2 ans, c'était en novembre 2019. Depuis, beaucoup de choses se sont passées et je pense que c'était une belle initiative, tout à fait bienvenue, et la question de la solidarité entre les générations, évidemment, est au cœur des débats actuels et sera au cœur des débats de diverses échéances auxquelles on peut penser dans les mois qui viennent. Je voudrais commencer par situer, d'abord, merci de m'avoir proposé d'ouvrir cette séance. À titre personnel, je ne suis pas sûr d'être légitime, mais en revanche, je vais essayer d'expliquer déjà pourquoi la Caisse des dépôts, probablement, est légitime pour parler de ce sujet, et ouvrir quelques pistes en préambule à cet après-midi qui devrait être passionnante, compte tenu de la qualité des intervenants qui sont réunis par le club landois. En réalité, vous savez probablement que la Caisse des dépôts est une création en 1816 de Louis XVIII, sur la base d'une caisse d'amortissement qui a été créée par Napoléon. Et dès l'origine, les textes prévoyaient qu'on s'occupe de retraite et de gestion de fonds de retraite. Les choses ont mis du temps à se cristalliser. Il a fallu attendre 1850. Mais rassurez-vous, je ne vais pas être trop long sur l'histoire, mais elle est intéressante quand même, pour que la première caisse nationale de retraite pour la vieillesse soit constituée et gérée par la Caisse. Et puis, en 1910, le premier régime obligatoire de retraite des ouvriers et des paysans. Et c'est là où le rapport de notre pays avec la retraite a commencé à déraper. C'est que cette caisse, c'était une caisse de retraite par capitalisation. Et évidemment, c'est plus facile à voir aujourd'hui qu'à l'époque, mais créer une caisse de retraite par capitalisation en 1910 n'était pas forcément un bon market timing, comme on dirait aujourd'hui sur les marchés financiers. Et effectivement, les difficultés financières liées à la guerre de 14 ont rendu très difficile l'histoire de cette caisse. C'est une des raisons, probablement, de la relation difficile et contrariée que notre pays a avec la capitalisation, ce qui est bien regrettable, mais si j'ai le temps de parler du fonds de réserve des retraites, j'y reviendrai. Et puis, ensuite, en 1928, la Caisse s'est vue confier la retraite des ouvriers de l'État. Et puis, si j'arrive en passant par 1945, où beaucoup trop de choses sont passées pour que je les évoque, on en vient à la situation actuelle, où la Caisse des dépôts gère des grands régimes, comme celui de l'IRCANTEC, celui de la CNRACL, et puis quelques régimes spéciaux, dont celui de la Banque de France ou celui des mines, qui est d'ailleurs un des plus vieux régimes spéciaux, même s'il est maintenant en extinction. Et aujourd'hui, nous gérons en réalité la retraite d'un Français sur 5. Et les évolutions récentes m'inspirent un certain nombre de réflexions que je voulais partager avec vous. D'abord, il y a un sujet qui, comme souvent, n'est pas toujours assez considéré, c'est que derrière les réformes envisagées sur les retraites, il y a les femmes et les hommes qui gèrent ces retraites, qui sont quelques milliers de personnes, même quelques dizaines de milliers de personnes au total, parce que tous ces régimes demandent des compétences pour gérer à la fois l'encaissement des cotisations et le versement des retraites. Et c'est un angle mort des réformes. Dans le projet de réforme qui a été porté par Jean-Paul Delevoye il y a quelques années, il y avait l'idée de fusionner tous ces opérateurs en un seul opérateur, qui aurait été la Caisse universelle des retraites. C'est un peu comme si, pour simplifier le système bancaire français, on fusionnait le Crédit Agricole, BNP Paribas, la Société Générale, et je dirais toutes les autres. Et moi, j'ai fait valoir assez tôt, et je crois que cette idée a été écartée, que c'était rajouter de la complication sur la complication. En revanche, la convergence des équipes de gestion est une vraie préoccupation. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui avance, quel que soit l'avenir d'une réforme des retraites, dont je dirais dans un instant qu'elle est nécessaire en tout état de cause. Elle avance parce qu'il y a le rapprochement entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'échelon complémentaire de l'ARCO et de l'AGIRC, et ça engage déjà de nombreux milliers de personnes, donc c'est un vrai sujet opérationnel.
Et de notre côté, nous, vous comprenez qu'on gère la retraite de beaucoup d'agents publics, mais pas des agents de l'État, qui sont gérés par le service des retraites de l'État, qui dépend du ministère de l'Économie et des Finances. Et nous avons engagé, sous l'autorité de Michel Yael et de Jérôme Fournel, qui patron de la DGFiP, le rapprochement entre les développements faits par la Caisse des dépôts dans ce domaine et par le service des retraites de l'État, puisque, encore une fois, le rapprochement des équipes de gestion sera un élément important de la réforme qui me paraît nécessaire. Deuxième sujet qui est un sujet important et qui, pour le coup, est un petit peu moins bien parti, c'est la question des réserves, puisqu'il y a dans le système de retraite français des réserves importantes qui sont soit à l'ARCO à GIRC, soit notamment chez les indépendants. Et puis, il y avait le fonds de réserve des retraites, qui a été constitué il y a quelques années et qui était doté d'excédents importants de l'ordre d'une vingtaine de milliards d'euros. Voilà, il se trouve que ce fonds de réserve a été utilisé de façon, significative dans la crise que nous venons de traverser, ce qui fait que son passif ayant été rallongé, on a là une marge de manœuvre qui était singulièrement réduite. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Et puis, il y a bien sûr, et rassurez-vous, je ne parlerai pas que des retraites, mais si on parle des retraites, il faut parler de cette question, de ce qui doit être commun ou non entre les différents systèmes de retraite. La raison pour laquelle la question doit être traitée, elle est, me semble-t-il, très simple, même si tout le monde n'est pas forcément économiste parmi les personnes qui nous écoutent. Quand on compare les dépenses, les prélèvements obligatoires en France par rapport à ce qu'ils sont dans les autres pays de l'Union européenne, nous avons un écart de 10 points de PIB, donc c'est absolument considérable, dont les 2/3 sont liés au déficit de nos régimes de retraite. Donc on voit bien que l'allongement de la durée de la vie de nos concitoyens commande un effort, en tout cas, d'ajustement. Un effort d'ajustement. Et l'espace, me semble-t-il, d'un débat politique, pour le coup, qui reste très ouvert, il est sur la façon dont cet ajustement s'opère. Il peut être plus ou moins uniforme, avec un âge qui serait le même pour tout le monde et qui serait nécessairement retardé, ou il peut être différencié suivant l'entrée dans la vie active, la pénibilité des métiers, et de ce côté-là, il y a une grande liberté de choix, mais il me semble qu'il y a un point sur lequel il faut espérer que les échéances qui viennent nous permettront d'avancer, c'est que des mécanismes de convergence sont nécessaires. Je signerais juste qu'il y a une étape importante qui a été franchie, qui n'est pas assez souvent rappelée, c'est que le fameux régime spécial parmi tous les régimes spéciaux de la SNCF, en fait, depuis les réformes qui ont été votées pendant ce quinquennat, est un régime qui aujourd'hui est en extinction, puisqu'il n'y a plus de nouveaux entrants, puisque le statut de retraite de cheminots est un statut qui s'applique qu'aux personnes qui travaillaient au moment où la loi a été votée. Et même si on a vu que le vote de ce texte a créé beaucoup de remous sociaux, de grèves dont nous nous souvenons, on voit bien que ce qu'on appelle en langage un peu commun la clause du grand-père, c'est-à-dire dire que les personnes qui bénéficient d'un statut conservent ce statut, mais les nouveaux entrants bénéficient d'un nouveau statut, est une façon qui peut permettre en tout cas d'avoir une piste de solution pour les régimes spéciaux, dont on sait que financièrement c'est un des éléments importants du déséquilibre de l'ensemble de nos régimes de retraite. Donc, en tout état de cause, l'équilibre économique commande que cette question soit traitée, ce que prévoyait la réforme qui d'ailleurs a été approuvée en première lecture au Parlement. On a là une piste possible pour la suite, même si ce n'est pas forcément politiquement la plus évidente, mais je ne veux pas m'aventurer au-delà de ma condition, prévoyait qu'il y ait une limitation au pourcentage du PIB aux sommes dévolues au règlement des retraites. Et je pense qu'on a là une piste qui est aussi intéressante, qui a été mise en œuvre dans le domaine de la santé. On sait que dans le domaine de la santé, tous les ans, le Parlement vote une limite à l'évolution des dépenses de santé. On peut imaginer un système de retraite où il y a un pilotage qui permette de limiter l'ensemble des dépenses de façon à ce que ça ne pèse pas trop sur les impôts ou les cotisations des Françaises et des Français. Mais comme le programme de la journée le suggère,
évidemment, la question de la solidarité entre les générations, ce n'est pas seulement un sujet de retraite, c'est aussi un sujet de vie quotidienne des personnes qui vieillissent, qui deviennent âgées, qui deviennent, le cas échéant, dépendantes. Et il me semble qu'il y a une question sur laquelle il y a des progrès considérables qui peuvent être faits et qui doivent être faits, et on retrouve un des grands thèmes d'action de la Caisse des dépôts, c'est le logement. La Caisse, c'est le grand financier du logement social. Un Français sur 5 vit dans le logement social, mais il n'y a pas que le logement social. Il me semble qu'on a été un petit peu trop loin dans l'organisation de l'accompagnement du vieillissement et de la dépendance, en pensant que les situations de dépendance et de fin de vie se traitaient de façon agréable ou aisée ou pratique en dehors du domicile. Alors, je ne méconnais pas le rôle important des EHPAD, qui sont encore plus connus aujourd'hui, sujet qui est aussi cher à la Caisse des dépôts. Je salue Laure de la Bretèche, qui est présidente d'ARPEVie, qui est une association d'EHPAD qui est sous l'ombrelle de la Caisse et qui nous permet de bien voir le fonctionnement de ces établissements. Il y a évidemment le système hospitalier, il y a le système des résidences services seniors. Donc il y a tout un tas de types d'habitats avec plus ou moins de services qui permettent d'accompagner les personnes qui sont dans le vieillissement ou dans la dépendance. Moi, il me semble que la piste à privilégier, c'est quand même tout ce qui tourne autour du maintien à domicile. C'est une piste à privilégier pour une première raison essentielle, c'est que c'est ce que souhaitent le plus souvent les personnes. Et d'ailleurs, quand on se projette soi-même, on est quand même plus à l'aise chez soi avec, selon les goûts, les objets et les relations familiales et de voisinage qui vont bien. Donc il me semble que dans cette réflexion sur ce que doit être demain le vieillir ensemble, tout ce qui accompagne le maintien à domicile doit être privilégié. C'est évidemment infiniment moins coûteux que tous les autres systèmes. Alors, sans vouloir tout mettre autour de cette question, c'est une des raisons pour laquelle nous avons opéré, je salue Philippe Val, le président directeur général de la Poste, c'est une des raisons pour laquelle nous avons opéré il y a un an le rapprochement que vous connaissez sans doute entre le groupe La Poste et le groupe Caisse des dépôts, parce que nous avons des outils qui sont très complémentaires à cet égard. La Poste vise à compenser la baisse du courrier qui s'est accélérée pendant le Covid par le développement des services à domicile. Et c'est clair que dans les projections, et je suis sûr que Philippe Val en parlera dans le courant de l'après-midi, l'idée que les postières et les postiers puissent opérer quelques soins de base, porter les repas, veiller, il y a un service qui s'appelle « Veiller sur mes parents », tous les jours à ce que la personne qui est chez elle soit en bonne santé et pas besoin d'aide. C'est quelque chose qu'un réseau de proximité comme le réseau de la Poste peut faire. Et c'est véritablement des choses que l'on peut sophistiquer. On a été par exemple avec Philippe Val il y a quelques mois à Marseille où on teste un système d'un viager solidaire. Il y a un certain nombre de personnes, vous savez qu'en France plus de la moitié des gens sont propriétaires de leur logement, qui ont un logement éventuellement ancien auquel ils sont attachés. Et ce système de viager solidaire qui s'appelle le Viager Vie et qui est géré en commun entre la Poste et la Caisse des dépôts permet à la personne qui reste à son domicile jusqu'à la fin de sa vie de bénéficier d'un capital qui permet de financer tout un ensemble de soins à domicile qui peuvent comprendre aussi le fait que quelqu'un vienne pour régler le matériel économique, veiller à ce que la tablette mise à disposition fonctionne, à ce que les artisans qui vont réparer la douche soient présents. Et donc, on doit travailler, me semble-t-il, sur toutes ces questions d'insertion et cette histoire de viager solidaire est une idée. Il y a toutes les réflexions autour de ce qu'on appelle aussi le logement inclusif, qui me semble une piste intéressante politiquement et socialement, c'est-à-dire de veiller à ce que dans un ensemble de bâtiments, il y ait autour des personnes âgées d'autres types de familles, des jeunes, des personnes sans enfants, des personnes avec enfants, et qu'une solidarité s'organise dans ces ensembles d'immeubles de façon à ce que les anciens apportent éventuellement leurs connaissances et partagent leur expérience avec les plus jeunes, que les plus jeunes aident les anciens. Et donc, il y a autour de cette recréation d'une vie de communauté qui était celle des villages il y a quelques dizaines d'années, c'est quelque chose qui doit être pensé, puisque c'est à la fois
un confort de vie beaucoup plus grand pour les personnes qui en bénéficient. Et évidemment, c'est aussi une façon beaucoup moins coûteuse d'accompagner les anciens. Et puis, une fois que cette période de maintien à domicile est passée, il faut évidemment développer des systèmes, que ce soit les résidences services seniors, les EHPAD, et puis, quand c'est la seule solution possible, évidemment l'hôpital. Mais là, on est dans des éléments beaucoup plus coûteux, et l'augmentation de la proportion d'aînés dans nos sociétés fait que ce passage à l'hôpital ou en EHPAD doit vraiment être le plus réduit possible, sinon on a un problème d'équilibre financier, et pardonnez-moi de revenir là-dessus. Et puis, dernier point, je remonte un peu le temps en allant des retraites et puis de la fin de vie au sujet d'entreprise. On doit aussi, me semble-t-il, revenir sur cette erreur que je qualifierais de tragique, qui a été faite il y a quelques dizaines d'années, au moment de la montée du chômage, qui a consisté à sortir les gens de l'entreprise à des âges vraiment très précoces, puisqu'il y avait des plans de départ pour des personnes parfois de plus de 50 ans ou de plus de 55 ans, ce qui peut se concevoir sans doute quand on parle d'usines sidérurgiques ou de métiers très pénibles, mais beaucoup moins quand il s'agit de métiers de bureau, de cadre ou autres. Ce qui d'abord augmente évidemment le déséquilibre des retraites, puis en plus prive les entreprises de l'apport des seniors. Et donc il y a un autre enjeu de solidarité qui est de veiller à ce que dans l'ensemble des entreprises, des institutions, et d'ailleurs ça vaut pour le secteur public aussi, de maintenir dans l'emploi, plus longtemps qu'on ne le fait jusqu'à aujourd'hui, les seniors. D'abord, je reboucle avec ce que je disais précédemment, si on doit rallonger la période de travail, il faut que les gens travaillent effectivement, sinon il n'y a pas d'équilibre financier. Mais c'est aussi quelque chose qui est très porteur dans le fonctionnement d'une institution et qui va devenir nécessaire à mesure que l'équilibre entre les personnes plus âgées et les personnes plus jeunes va se transformer. Donc, voilà, je voulais juste tracer ces quelques pistes rapidement. Je conclurai volontiers sur le thème suivant. On a beaucoup parlé du monde d'après-Covid. Bon, et puis maintenant qu'on est, j'espère, dans le monde d'après, on voit bien que tout le monde a tendance à oublier. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, et puis il ne faut pas oublier non plus, à un moment où la COP26 se déroule à Glasgow, qu'on est, parallèlement aux conséquences du vieillissement de la population, dans un impératif de transformation de toute notre économie, puisque toute notre économie doit basculer vers une économie décarbonée, une économie qui va, j'espère, nous permettre de contenir la hausse des températures du globe à 1,5 degré, même si on voit aujourd'hui qu'on en est loin. Et ça demande une modification profonde de la façon de fonctionner de l'économie. Et je fais le lien entre ces deux éléments, c'est qu'il me semble que dans ce fonctionnement d'une économie plus décarbonée, la composante de solidarité est un élément important. D'abord, il y aura une composante de proximité plus grande, parce que si on veut des biens décarbonés, ils doivent être plus fabriqués dans la proximité. On devra limiter à l'avenir les mobilités. Et donc tout ça concourt à la création de solidarité aussi intergénérationnelle plus grande. Et il me semble que pour l'avenir, il en va des conflits intergénérationnels comme des conflits entre le développement économique et la nature. Si on ne trouve pas d'harmonie, on n'y parviendra pas. Et donc, je dirais, pour conclure de façon un peu provocante, voilà, il faut vraiment à l'avenir qu'on veille à réintégrer les vieux si on veut que tout cela fonctionne. Merci de votre attention et bons travaux cet après-midi.